Bonjour à tous. Alors, moi, je vais vous présenter la troisième lecture linéaire de Pour un oui ou pour un non de Nathalie Sarraute. Donc, le passage que j'ai eu à traiter, c'est le moment où les deux personnages discutent à propos du bonheur. Donc, pour cette lecture linéaire, j'ai choisi comme problématique comment cette confrontation met-elle en exergue les tensions entre conformité et singularité. Donc, ne vous inquiétez pas, vous aurez la correction version papier. Comme premier mouvement, je propose une blessure d'ego, mais pour qui? En effet, donc on voit dès les premières lignes que H1 reproche à H2 un sentiment d'envie. Il le qualifie par le terme jaloux que vous avez ici. Ce terme, il est important puisqu'il va revenir plusieurs fois. J'ai compté 4 occurrences. Donc, ça montre qu'il est important dans le dialogue. Et finalement, la jalousie apparaît comme le problème. C'est le nœud du conflit. Dans la réplique suivante, on peut voir l'expression ici nous y sommes. On a l'impression qu'on est arrivé au point culminant de la dispute. Et d'ailleurs, on a les hyperboles et tout est là, tout est là. Comme si H2 venait de prendre conscience de quelque chose. Alors, on a un éclairage sur cela justement. On a ici, c'est vrai. Alors, qu'est-ce qui est vrai? Est-ce qu'il reconnaît sa jalousie, puisque H1 vient de lui dire dans la réplique juste avant « tu es jaloux » ou est-ce que c'est une espèce de lucidité, comme s'il disait « ah c'est vrai, tu fais ça ». Alors ça quoi? On a des indices, encore une fois. Je relève ici. C'est bien ce que tu voulais, c'est ce que tu cherchais. Donc H2 semble sous-entendre que H1 fait exprès de le rendre jaloux. En plus, on a un parallélisme de construction. H2 accuse H1 d'avoir fait exprès de susciter ce sentiment de manière délibérée. Avec le verbe vouloir et chercher, on a presque l'idée de préméditation. Après, il y a une autre phrase que j'ai trouvée intéressante, c'est « il te fallait que je le sois ». Ici, cette phrase, elle nous dit que H1 trouve dans la jalousie supposée de son ami comme une forme de validation de son propre bonheur. Le regard des autres, en fait, lui permettrait de mesurer sa réussite. Avec le verbe falloir, c'est comme si H2 dit qu'il est incapable d'évaluer son bonheur par lui-même. Il lui faut le miroir des autres. Mais H2, lui, refuse cela. On le voit avec l'antithèse ici, je ne l'étais pas. Donc lui, il marque son détachement. Il ne se reconnaît pas dans ce sentiment de jalousie. Et au contraire, il affirme même « j'étais content pour toi ». Dans la suite, on voit qu'il vient nuancer son propos. On a ici le « mais ». Donc la conjonction de coordination, elle apporte de la nuance, ainsi que l'adverbe « seulement ». H2 éclaire le fond de sa pensée. Oui, il se réjouit pour son ami, mais pour autant, il ne souhaite pas vivre ce même bonheur. On a ici l'incise « pour moi » qui permet de faire un retour au personnage. Il recentre le propos sur lui-même et il dit bien «
je n'en voulais pas. La négation montre qu'il ne veut pas de ce bonheur-là. Il ne partage pas le modèle montré par H1. Ensuite, on a ici ni cru ni cuit. Donc on a la double négation ni et l'antithèse cru et cuit qui traduit un rejet total, même presque moqueur du bonheur de H1. Et ce rejet, il est amplifié par, ici, je n'étais pas jaloux. Alors j'ai oublié un point d'exclamation en recopiant. Et ce point d'exclamation, il est important parce que c'est comme un cri du cœur. Et on a aussi ici le rythme ternaire, pas jaloux, qui prête à sourire aussi, qui est presque ironique, hein, qui montre que vraiment ce bonheur-là, surtout pas pour lui. Et il renforce encore ce propos par un nom, là, placé en incise, qui semble vraiment du coup assez sec, définitif, avec encore une négation, je ne t'enviais pas. Donc là, on voit qu'il y a vraiment un refus catégorique de la part de H2. Il n'est pas jaloux, tout simplement parce que ce bonheur exposé par H1 ne lui correspond pas. Et donc on arrive à la fin du premier mouvement. Et on va passer au deuxième, qui du coup est une méditation sur le bonheur. On va s'intéresser justement à ce que serait le bonheur pour H2. Donc dans ce second mouvement, on voit que H2 va vouloir faire réfléchir H1 en considérant une vérité simple. Il n'existe pas une seule conception du bonheur. Pour l'amener à réfléchir, il adopte un ton ironique, puisqu'il va jouer le rôle de son ami. Il va imaginer les interrogations que H1 pourrait avoir. Alors, en plus de façon un petit peu caricaturale. Donc, on les a ici, hein, ces interrogations. Mais comment est-ce possible? Ce ne serait donc pas le bonheur, le vrai bonheur reconnu par tous, recherché par tous, le bonheur digne de tous les efforts, de tous les sacrifices? Non, vraiment. Donc là, on voit vraiment sur la fin le côté caricatural. Mais intéressons-nous à ces questions. Donc d'abord, la première, comment est-ce possible? On a l'impression que H1 tombe des nues. Et puis que il a une étroitesse d'esprit, hein, comme s'il était incapable d'imaginer qu'un autre bonheur que le sien puisse exister. Ensuite, avec la deuxième question, ce ne serait donc pas le bonheur. Ce qui m'a intéressé ici, c'est surtout le mot bonheur avec une majuscule qui n'est pas anodine, hein. Elle montre que pour H1, il y a un modèle unique, qu'il y a un seul bonheur véritable qui existerait et que les autres ne seraient que des contrefaçons. Cette idée, elle est reprise dans la question suivante avec notamment l'adjectif vrai associé au mot bonheur. Ça confirme en fait encore la pensée rigide de H1 parce qu'en fait l'adjectif vrai, il sous-entend que tout ce qui s'éloigne du bonheur de H1 ne serait pas du bonheur. On a aussi après le participe passé ici reconnu qui suppose une validation des autres. Et on a l'adverbe partout qui généralise aussi encore une fois le bonheur, hein. Il est reconnu, il est partout. Il y a vraiment la volonté d'une idée collective. On a ensuite le participe passé recherché, qui laisse entendre que selon H1, d'ailleurs, tout le monde devrait avoir comme objectif ce bonheur-là et ce modèle du coup unique.
Dans la dernière question, on a le bonheur digne. Alors, digne ici, ça montre une fois de plus que H1 suggérerait qu'il y ait une hiérarchie des bonheurs. Certains seraient plus nobles, plus estimales que d'autres. Et donc, il faudrait y consacrer sa vie entière, comme le montrent les hyperboles, tous les efforts, tous les sacrifices. Ça renforce cette idée de bonheur idéal, mais en même temps, ça en souligne aussi l'absurdité, hein, puisqu'il faut sacrément faire de contraintes pour arriver à ce bonheur. Et donc, à ce moment-là, H2 va tenter de faire comprendre à H1 qu'un autre bonheur est possible. Et donc, on va passer au troisième mouvement, le conte comme métaphore d'un autre possible. Donc, on observe une formule ici. Il y avait donc là-bas, avec cette formule, H2 fait apparaître un univers alternatif, un autre monde. Et avec le mot donc, H2 imagine que H1 a enfin une révélation. Il prend conscience qu'autre chose est possible. Donc il a recours pour imager sa pensée à la métaphore du conte de fées qu'on voit apparaître ici avec le mot forêt et princesse. Cela ne va pas du tout plaire à H1 qui va être dans le rejet en fait total, puisque on peut relever ici le verbe tu divagues. C'est un verbe qui est assez méprisant, puisqu'il accuse H2 finalement d'être fou, et le point d'exclamation va montrer son exaspération. Pour autant, H2 ne va pas se démonter, il reprend le cours de sa pensée et il dit « Bien sûr, je divague ». Alors ça pourrait passer pour un aveu de folie, mais en fait il fait semblant pour tourner en dérision son ami, comme s'il lui disait « Crois ce que tu veux, hein, si ça te rassure ». Et ça lui permet en fait de prendre de la hauteur et de désamorcer l'agression qu'il vient de subir. Et il continue d'ailleurs à être provocateur. Il dit qu'est-ce que tu attends pour les rappeler? Donc cette question, elle suggère à H1 de faire appel à des autorités imaginaires pour le condamner. Ça rappelle l'épisode du tribunal. Et ça permet aussi, bien sûr, de souligner l'intolérance de H1 face à une pensée qui est différente de la sienne. Il poursuit ensuite en imaginant les critiques qu'on pourrait lui faire. Écoutez-le, il est en plein délire, quelle forêt, sous-entendu n'importe quoi. Donc en formulant lui-même les moqueries, ça lui permet de reprendre le contrôle. C'est un procédé rhétorique courant, c'est entre guillemets anticiper pour mieux désamorcer. Et ça lui permet encore une fois de mettre en lumière l'intolérance de ceux qui le jugent. Ensuite, on repère « Eh bien oui ». Donc la réplique sonne comme une révélation, un enseignement que H2 va faire à ses détracteurs. Et d'ailleurs, on aperçoit qu'il ne s'adresse plus seulement à H1, mais à un auditoire fictif, puisqu'on a ici « mes bonnes gens ». Donc ça renvoie à un collectif. Et l'adjectif « bonne » renvoie un peu aux personnes qui se présentent comme les bien-pensants, ceux qui ont la bonne parole, celles qui a à suivre la pensée morale. Donc c'est ici qu'il va déployer pleinement la métaphore du conte de fées. On peut voir, voilà, conte de fées avec la reine, le miroir, suis-je la plus belle? Tout le monde reconnaît tout de suite le pastiche évident du conte de Blanche-Neige. Donc la reine ici, ça devient H1, puisqu'elle est orgueilleuse,
elle est persuadée d'incarner la beauté, comme H1 est persuadé d'incarner le bonheur. Le miroir est intéressant parce qu'il symbolise le regard des autres, ce reflet social dont H1 a besoin pour mesurer son bonheur. Et puis, on a l'apparition de la princesse, qui est bien la rivale de la reine, et qui serait donc ici H2, hein, qui représente un bonheur alternatif. Ce bonheur, on peut déjà s'en faire une idée avec la mention de la forêt, qui est un lieu un peu inconnu, inaccessible, marginal. Et en plus, dans cette forêt, il y a une cabane qui est au fond. Donc, elle semble, cette cabane, dissimulée. Donc, comme si il nous disait que cet autre bonheur serait plus secret, plus isolé, qu'il n'a pas besoin d'être tapageur, qu'il n'a pas besoin d'être vu. À la fin, l'accusation envers H1 est directe, puisqu'il dit « Et toi, tu es comme cette reine ». Donc avec cette comparaison, H1 apparaît comme la reine, hein, jalouse et destructeur. Il ne supporterait pas qu'existe ailleurs un bonheur qui pourrait être mieux que le sien. Avec le « tu ne supportes pas », donc c'est une formulation négative, ça souligne bien l'angoisse de H1 de faire face à quelque chose qu'il ne connaît pas. H1 va réagir d'ailleurs. Un autre bonheur, plus grand. Donc cette question peut montrer à la fois l'incompréhension et l'ironie, soit cette question apparaît comme une moquerie, une façon de dire je vois pas comment un bonheur plus grand que le mien pourrait exister, soit avec le mot autre, il y aurait une prise de conscience d'un autre bonheur, et dans ce cas-là, ça pourrait être le signe d'une inquiétude. Et on voit qu'il retombe d'ailleurs H1 dans ses travers parce que la réplique ici finit par plus grand. Il continue par vouloir classer, mesurer, hiérarchiser ses bonheurs. Et cela me permet d'arriver à mon mouvement 4 que j'ai intitulé « La violence du regard normatif » ou la tentation de vouloir tout classer. Donc on voit que le débat va s'élever et les tensions par la même occasion d'un cran. On a le non, là, en ouverture. Donc il y a un refus net d'entrer dans la logique de comparaison, puisqu'il vient de dire H1 a un bonheur plus grand. Non, non, on ne veut pas classer là. H2, en fait, dépasse la question du bonheur. Finalement, on comprend que après cette histoire de bonheur, le véritable enjeu, c'est pas ça. C'est la volonté de ne pas être classé, répertorié. On le voit ici avec le superlatif, c'est encore pire que ça. Le cœur du conflit, c'est plus la nature du bonheur, mais l'angoisse qu'il pourrait susciter parce que ce bonheur ne rentre pas dans une case. Donc, on voit ça par la suite. Je suis allée trop loin. Voilà, parce que je voulais voir ça. Un bonheur, à la rigueur, tu pourrais l'admettre. Ce passage-là, il est intéressant parce que la formule est un peu condescendante. On a ici à la rigueur
qui montre que H2 suppose que H1 pourrait tolérer une forme alternative de bonheur. Et on a aussi le verbe admettre, qui montre que oui, il le tolère, mais attention, il ne le comprend pas. Comme si, encore une fois, il avait le pouvoir de valider ce qui mérite d'exister ou non. Alors évidemment, H1 va très mal réagir. Avec l'adverbe vraiment ici, on voit que c'est totalement ironique, hein, il simule l'étonnement. Je pourrais être si généreux que ça. On a un conditionnel ici qui souligne la mise à distance, la presque moquerie hein, de ce que vient de dire H2, parce qu'en fait H1 il est piqué dans son orgueil et il refuse d'admettre que il est cette personne qui juge. Mais H2 poursuit, il est ferme, hein, on le voit ici avec le oui, bref, net. Il dit que son ami pourrait accepter la différence, hein, comme l'indique le mot ici autre, et aussi le superlatif plus grand que le tien. Mais cette hypothèse a ses limites, puisque on voit ici l'expression à condition, et on a aussi, encore une fois, les participes passés reconnus et classés, qui montrent que H1 il a besoin de conformité. C'est confirmé par la suite parce qu'on a ici le mot liste, catalogue, donc c'est le champ lexical hein, de l'inventaire, de l'ordre imposé. Et ce qui est intéressant aussi, c'est qu'on a vos, donc on passe à un pluriel. H2 n'attaque plus seulement H1, mais une pensée collective. Et il s'en prend à tous ceux qui refusent la différence. Il va nous donner un exemple que vous voyez ici. Si le mien était celui du moine enfermé dans sa cellule, stylite sur sa colonne. Donc cette métaphore évoque ici un bonheur solitaire avec le moine. Le stylite, pareil, c'est une sorte d'ermite qui vit tout seul dans le désert. Donc ici, le bonheur est une forme d'auto-accomplissement où on se suffit là à soi-même, on est détaché de tous les regards. Donc c'est un bonheur un petit peu marginal, mais H2 dit que H1 pourrait l'admettre parce qu'il y aurait une rubrique pour ce bonheur. C'est-à-dire que en fait, il peut admettre tant que il y a un nom, une case pour ce type de bonheur. Si on peut classer, alors ça devient supportable. Ensuite, H1 répond « Là, tu as raison ». Alors, il n'est pas d'accord, hein, en réalité, c'est encore ironique. Et même, on sent que la tension monte d'un cran. Et en fait, cette fausse concession, elle fait suite à l'évocation du saint juste au-dessus. Et quand il lui dit il n'y a aucune chance, hein, qu'il y ait une négation, que je t'y trouve, il est en train de lui dire, H1, que oui, tu n'es pas de cela, tu n'es pas un saint. C'est une manière en fait de lui dire qu'il n'est pas gentil, il est méchant là avec H2 et que bon, c'est une manière de le disqualifier en quelque sorte. Mais cette remarque ne va pas du tout arrêter H2. Au contraire, il riposte de plus belle
avec une nouvelle double négation. Ce texte, il est plein de négations, hein, qui montre, ça montre vraiment que H2, il est en totale contradiction avec son ami. Donc là, on a la double négation, là, ici, ni, plus l'hyperbole nulle part. Donc là, ça exprime la volonté absolument farouche de H2 de ne rentrer dans aucune catégorie. Il refuse le classement. Et donc à ce moment-là, H1 s'interroge. La question est brève, hein. Un bonheur sans nom. Ça traduit à la fois que H1 n'y croit pas. En disant ça, c'est comme s'il disait, comme si ça pouvait exister, un bonheur sans nom. Et même moqueur. En fait, il n'arrive pas à concevoir qu'on ne puisse pas nommer quelque chose. Pour lui, nommer, c'est maîtriser. Et donc, il est déstabilisé. Alors, H2 va lui répondre, hein, ni sans nom, ni avec nom, pas un bonheur du tout. Moi, ce qui m'a intéressé ici, c'est la répétition du mot non. Et en fait, ça montre que comme on ne peut pas nommer, c'est comme si on ne pouvait pas comprendre. Et lui, H2, il dit qu'il n'y a pas besoin en fait de nommer. Donc il refuse d'entrer dans un classement, dans une norme, dans un nom quelconque. Et on a l'hyperbole, pas un bonheur du tout. Donc qui exprime encore une fois le refus radical de rentrer dans une case. Donc H1 réagit à nouveau en disant « alors quoi ?» C'est une question ici qui apparaît comme désabusée, presque enfantine, hein. Le mot quoi est assez brut. Et en fait, on voit ici que H1 ne comprend vraiment pas H2. C'est vraiment deux visions du monde qui s'opposent. H2 va lui répondre, tout de même, et il va lui dire alors rien qui s'appelle le bonheur. Donc on a encore une négation ici. Il veut même pas utiliser le mot bonheur, qu'il trouve trop connoté. Comme si quand on parle de bonheur, ça renvoie à des images précises. Donc il veut même pas utiliser ce mot-là. Et puis, il va plus loin. Il dit personne n'est là pour regarder, pour donner un nom. Donc là, ça fait référence aux fonctions du regard et de la parole. Donc H2 rejette la nécessité d'être vu, nommé, validé par les autres, et il revendique une existence hors du jugement. On trouve ici on est ailleurs, en dehors, loin de tout ça. Finalement, ça fait le champ lexical de l'exil, qui exprime du coup son éloignement volontaire. Ensuite, on ne sait pas où l'on est, mais en tout cas, on n'est pas sur vos listes. Ce morceau-là, je l'ai vu comme un espèce de chiasme qui est implicite, avec d'un côté un flou, on ne sait pas où l'on est, et puis hop, une inversion, mais en tout cas, on n'est pas sur vos listes. Le rejet d'une certaine rigidité. Hein, en tout cas, on ne veut pas être classé. On comprend que H2 veut dire que la liberté naît précisément de cette absence d'enfermement. Et il va dire à son ami, alors non, c'était avant, pardon. Et c'est ce que vous ne supportez pas. Le vous élargit la cible encore une fois, hein.
ce n'est plus seulement H1 qui est accusé, mais une société entière. Celle qui ne tolère pas ceux qui échappent à la norme, pardon. Donc c'est le cri d'un être qui réclame le droit d'exister hors des cadres et aussi hors des regards. On va passer au dernier mouvement que j'ai intitulé l'accusateur accusé ou le retournement de situation. Alors, en effet, la fin de l'échange est très intéressante puisque ici, H1 se retrouve à son tour pris dans le piège de la généralisation. En effet, on a ici le pronom « vous » qui montre que H2 inclut H1 dans une certaine catégorie de personnes. Et H1, ça le prend très mal et il pose les questions « Qui, vous ? Pourquoi veux-tu absolument me mêler ?» Donc il proteste parce qu'il se sent victime d'un amalgame. Lui qui classe, nomme, répertorie, refuse soudain d'appartenir à une catégorie de personnes. Donc celui qui imposait des normes réclame à son tour qu'on le distingue et qu'on respecte sa singularité. L'adverbe absolument ici traduit son agacement et il insinue que H2 pousse trop loin la généralisation. H1, il accuse son ami de vouloir lui faire endosser le poids d'un système dont il ne se sent pas entièrement responsable. En gros, c'est la société qui est comme ça. Et donc, il se défend contre ce qu'il perçoit comme étant une caricature de sa pensée. D'ailleurs, on a ici, si c'est comme ça que tu me vois. Donc là, il y a une tentative de retournement moral avec le verbe voir. On voit que c'est H2 qui se retrouve en position de juge. C'est lui qui porte le regard. Et donc maintenant, H1 se présente finalement comme une victime qui souffre d'être mal perçue par son ami. C'est sa façon de regagner en fait une certaine dignité là à la fin de ce dialogue. Et la tension continue. On a ici, si c'était pour entendre ça, j'aurais mieux fait de ne pas venir. J'aurais mieux fait de ne pas venir. Donc, on a ici l'expression d'une déception avec une négation finale, hein, ne pas venir, qui montre qu'il y a eu un échec. Un échec de la discussion, mais aussi un échec de la relation entre H1 et H2. Finalement, leur échange n'a fait que éclairer les incompréhensions et les creuser davantage. Ils n'ont pas réussi à dialoguer et cet échange se brise sur l'impossibilité de s'entendre. Voilà pour cette lecture linéaire.